On est parti donc aujourd'hui pour ce premier débat avec El Ryan, du coup, qui est avec nous aujourd'hui, qui a des avis et des opinions plutôt divergents sur certains sujets comme l'amitié homme-femme, le polyamour, le wokisme et plein d'autres sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Prépare-toi à te faire égorger dès les premières minutes. Je vais me faire cancel en disant ça. Quand j'avais une femme qui levait des fonds à The Family, je disais écoute, viens, on laisse ton cofondateur lever des fonds, c'est toi qui dirige la boîte de toute façon. Et je vois du coup plein d'homosexuels nus, donc l'air, qui me regardent comme si j'étais du gibier. Fais pas genre que les femmes sont jugées sur les mêmes standards que les hommes, même aujourd'hui dans la société. Prie Dieu, parce que dans une vie parallèle, t'aurais pu être communiste. On va rentrer dans un débat, pour moi les Vikings c'est les Arabes du Nord, quoi. Tu te fous de ma gueule, c'est une des sociétés les plus successful et c'est le plus absorbé dans le plus de culture dans le monde. Ah bon? Un bon communiste, c'est un communiste. La France, depuis très longtemps, c'est un paradis où tout le monde a l'impression d'être en enfer. Et donc l'enfer nous attend, parce qu'à force de croire qu'on est en enfer, on va le créer l'enfer. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, vous savez, je suis associé avec Yomi Denzel, et Yomi, sa passion dans la vie, c'est de me faire avoir plus de vues. Toujours plus de vues. Et on a remarqué quelque chose, c'est que vous aimiez le sang, vous aimiez le débat, vous aimiez la critique, et à chaque fois qu'on a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, je fais beaucoup plus de vues que quand on est avec quelqu'un qui est parfaitement d'accord avec moi. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Adam, qui, pour la première édition, est le modérateur de ce VS Ous. Adam, bienvenue. Merci de jouer le rôle de modérateur. Peux-tu nous présenter notre premier ennemi ? Effectivement, on est parti donc aujourd'hui pour ce premier débat avec El Ryan, du coup, qui est avec nous aujourd'hui, qui a des avis et des opinions plutôt divergents sur certains sujets comme l'amitié homme-femme, le polyamour, le wokisme et plein d'autres sujets qu'on va aborder aujourd'hui. El Ryan, est-ce que tu veux te présenter ? Alors déjà, merci de m'avoir invité. Je suis heureux d'être le premier ennemi d'Oussama Hamar. Donc prépare-toi à te faire égorger dès les premières minutes. Donc El Ryan, 25 ans. Donc c'est mon vrai prénom, c'est pas un pseudonyme, je reviens là-dessus. Je suis connu en grande partie pour deux choses. Donc déjà des micro-trottoirs assez explosifs sur des sujets pas très politiquement corrects. Donc là, tu as cité quelques sujets, mais il n'y a pas que ça, on parle un peu de tout. Donc d'insécurité, on peut parler là récemment des élections avec Jordan Bardella et compagnie. D'obésité, j'ai vu. D'obésité aussi. On parle un peu des sujets d'actualité, des sujets qui font débat en société. Mais par contre, ce qui m'a fait connaître sur les réseaux sociaux, ce qui m'a permis vraiment d'avoir de la lumière sur moi, c'est j'ai raconté mon expérience en faculté de sociologie. Donc pendant 3 ans, j'ai passé 3 ans à Paris Descartes, parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, il y a plus prescription. J'ai passé 3 ans en fac de sciences humaines et spoiler alerte, je me suis fait exclure. Donc je sais pas si j'ai le temps de revenir un petit peu là-dessus. Bon, je pense pas, c'est pas le sujet du jour. J'ai fait une vidéo dans tous les cas sur ma chaîne YouTube où j'en parle à cœur ouvert pendant 40 minutes. Vous pouvez aller la voir. Le monteur fera le boulot, il mettra ça à l'écran. Et voilà. Et je fais ça depuis. Du coup, ça m'a mis de la lumière et ça m'a permis directement ensuite d'embrayer sur les micro-trottoirs, ce qui me plaît un peu plus. Et j'en fais maintenant depuis 4 ans, 5 ans, je sais plus trop. Et voilà. Et puis aujourd'hui, je suis là pour assassiner Oussama. Très cool. Merci beaucoup, El Ryan. Juste pour préciser, donc t'as aussi une chaîne secondaire quand même sur laquelle tu fais du React, si je me trompe pas. Ouais, c'est plus c'est freestyle quoi. Mais ouais, oui. Et t'es aussi coach sportif spécialisé dans la perte de poids. Alors coach sportif, non, je suis pas diplômé. Par contre, ouais, j'ai des clients qui veulent que je les suive pour la remise en forme et compagnie. Et, effectivement, ouais, j'ai un petit business autour de ça. Trop cool. Bon, en tout cas, El Ryan, sur sa chaîne principale, donc sur les micro-trottoirs, aime beaucoup piéger les gens sur leurs arguments et leurs réponses en général. Attends, je piège personne, moi. Je ne piège personne, c'est les gens qui se piègent. Bien sûr. Moi, j'utilise la maïotique. Si les gens ne sont pas capables d'assumer leurs propos et d'aller jusqu'au bout de leurs pensées et d'être en cohérence idéologique avec ce qu'ils sont... En fait, t'es le Socrate moderne. Je suis le Socrate moderne avec le bonnet rouge. Tu sais comment il a fini, Socrate? Oui, jugé par le tribunal athénien et je me ferai juger par le parquet de Bercy aujourd'hui. Pardon, je reviens sur ce que j'ai dit. Tu ne les pièges pas, tu aimes bien taquiner les gens. Je taquine les gens, mais c'est eux qui se piègent. Exactement. Ah, ça m'intéresse. J'ai hâte de voir. Êtes-vous prêts ? Ouais. Avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit rappel sur 2-3 règles. Vous me dites si vous êtes d'accord, évidemment. Bien sûr. On essaye de favoriser les arguments de fond, évidemment, donc plutôt étayés par des faits ou une logique. Je parlerai pas de son bonnet rouge. Parfait. T'aimes pas les communistes ? Non. On évite évidemment les arguments. On a un point d'accord, là. On évite, les arguments sans source vérifiée. Dans la mesure du possible, on fact-checkera, évidemment, au montage, comme on disait. Et on essaye de ne pas couper la parole de l'autre pendant
plus de 3 secondes, disons, on peut évidemment réagir, mais voilà. Et moi, je serai là, du coup, pour faire le médiateur, comme on disait. C'est donc parti. Je vous propose, messieurs, de commencer sur une première question sur laquelle je sais que vous n'avez pas forcément le même avis. D'accord. On va commencer soft. C'est le sujet de l'amitié homme-femme. L'amitié homme-femme est-elle possible selon toi, ou est-ce un fantasme? Je pense que c'est vis-à-vis des individualités, c'est possible. On peut évidemment, je veux dire, moi, je peux avoir une amie femme, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, quand on regarde la masse et quand on regarde la majorité des individus, je pense pas que ce soit possible pour la simple et unique raison que les hommes verront toujours les femmes comme une opportunité sexuelle, une opportunité d'avoir une relation sexuelle. Et derrière, ça a forcément biaisé le rapport de l'amitié qui, à mon avis, est dépassionné et n'est pas lié à la sexualité. Après, peut-être que tu as un avis divergent par rapport à ça et que c'est possible d'être amoureux. Tu penses pas qu'on peut avoir du sexe avec ses amis? Non, je pense pas. Il faut forcément être amoureux pour avoir du sexe. Non, je pense que il faut forcément, en tout cas, avoir une volonté de préserver ta relation amoureuse et sexuelle avec la personne avec qui tu es. Et moi, je tends en tout cas vers les relations monogames. Donc, à partir du moment où tu es en couple avec une personne et que tu envisages de créer quelque chose avec, tu dois faire la distinction et la séparation entre l'amour et l'à côté, donc en l'occurrence l'amitié. Et toi, tu penses que donc, quand il y a une relation, une amitié homme-femme, et que tu es dans une relation monogame, c'est trop tentant, et donc c'est dangereux. Ouais. Ok. Encore une fois, c'est une opinion, hein, c'est pas. Bien sûr. Tout ce qui est dit comme ici. Tout ce qui est dit. Disclaimer pour toute la vidéo. Ouais. J'avoue que ça, c'est un sujet, j'ai jamais trop compris ce que les gens voulaient dire. Parce que c'est pas, enfin, l'amitié homme-femme peut être une amitié sans aucune tension sexuelle, mais tu l'as dit toi-même, dans les individualités, ça marche. Donc en fait, tu m'as un peu piégé, parce que si je réfléchis, je me dis, est-ce que la majorité des mecs est-ce que la majorité des gens qui ont des relations homme-femme ne rêvent pas un jour de transformer ça en autre chose? Si. Je pense que si. Je pense que c'est plutôt ça la question, en fait. L'amitié homme-femme est-elle possible? La question, c'est est-ce que à l'échelle individuelle, oui. Voilà. À l'échelle individuelle, oui, ça existe. Évidemment que ça existe. Par contre, à l'échelle des masses, à l'échelle collective, ça n'existera jamais. Parce que. Qu'est-ce que tu veux dire, ça n'existera jamais à l'échelle collective? C'est-à-dire que c'est pas la majorité. Oui, la majorité ne pourra jamais arriver à un tel niveau. Je veux dire, là, on va basculer peut-être sur un autre sujet, mais t'as beaucoup d'hommes qui vivent dans une misère sexuelle et affective, qui ne voient que les femmes comme une opportunité d'avoir une relation sexuelle et d'assouvir en tout cas leurs besoins. Ils attendent dans l'ombre. Voilà, ils attendent dans l'ombre, tapinés comme des méchants communistes. Est-ce que ça en fait une généralité, entre guillemets, pour autant, dans le sens où c'est impossible pour un homme? S'ils accèdent derrière à l'abondance et qu'ils accèdent derrière à... Je veux dire, s'ils arrivent à assouvir leurs besoins derrière, peut-être que, in fine, au bout d'un moment, ils pourront... conclure une amitié avec une femme. Mais moi, je prends le pari que, si tu veux, il y a pas une redistribution équitable de la sexualité et de l'amour. Les hommes et les femmes, on n'a pas la même redistribution par rapport à ça. T'as clairement des baleines qui ont le monopole vis-à-vis des femmes, qui peuvent se permettre d'avoir les femmes qu'ils veulent. Et ces gens-là, à mon avis, peuvent avoir des amitiés avec les femmes, parce que dans tous les cas, ils vivent dans l'opulence et ils peuvent se permettre de construire une amitié, parce que dans tous les cas, si je suis ami avec celle-ci, je pourrais avoir l'autre. Ouais. Mais par contre, les personnes qui vivent en deçà, qui n'ont pas les moyens du coup d'assouvir leurs besoins, eux, ils verront toujours une femme comme une opportunité. Ouais, c'est fou, j'avais jamais réfléchi au sujet comme ça. Tu m'as convaincu en un argument. Ok. Ouais, 1-0. non, mais... on est d'accord. Hein. Ah non, mais vraiment. En plus, j'avais jamais perçu le problème comme ça, j'avoue. C'est hyper intéressant comme. Donc si on veut conclure, ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen pour un homme d'avoir une amitié avec une femme s'il n'est pas désintéressé, et le seul moyen qu'il soit désintéressé, c'est qu'il soit dans le top 1% des hommes qui ont le choix. Ou qu'il ait construit une relation monogame avec une femme qu'il a réellement choisie, qui lui plaît. Pas besoin d'être dans le top 1%. Voilà. Donc on croit quand même au fait d'être en couple et d'avoir et que l'homme ait une meilleure amie, la fameuse meilleure amie. À condition que tu sois comblé dans ta relation. Parce que moi, par exemple, je suis dans une relation monogame, et c'est une relation monogame que j'ai vraiment choisie. Donc c'est pas par défaut, parce que t'en as beaucoup qui ont des relations monogames et qui n'ont pas choisi la personne avec qui ils sont. Ou qui sont pas comblés. Ou qui sont pas comblés. Du coup, on en revient à l'infidélité. Et donc ils sont là à chiner ailleurs. Exactement. Et du coup, sous prétexte d'amitié. Exactement. Voilà. C'est hyper fin comme framework. Ok. Premier sujet. Premier sujet, c'était plutôt soft, encore une fois, voilà, pour l'entrée en matière. Je propose de transitionner sur la masculinité. Je vous propose de mettre une petite définition sur ça pour savoir de quoi on parle. Okay. Le masculinisme, on parle donc
d'un mouvement réactionnaire, misogyne, androcentré et antiféministe. Ça consiste à nier l'existence du patriarcat et déplorer la crise de la masculinité dont les femmes et les féministes seraient responsables. Donc on parlait de misère sexuelle notamment. L'un des grands arguments du masculinisme, c'est de dire, sauf si je me trompe, mais que voilà, les hommes sont notamment victimes d'une grande misère sexuelle. Et ce que parfois les féminismes ou les arguments... Victime, je sais pas si Voilà. c'est le bon mot, mais ok, j'accepte. Voilà. Moi, je C'est pense les hommes que- Que penses-tu des gens Moi, qui je sont pense que les gens, à ce point parano, en fait, et c'est toujours le problème de la victimisation. Les masculinistes sont entrés dans un trip de victimisation excessif. Je pense qu'ils ont les moyens de la victimisation. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des médias, tu peux t'exprimer librement. Mhm. Et la frustration sexuelle, aujourd'hui, tu peux t'en plaindre. Parce qu'aujourd'hui, on a des chiffres sur la misère sexuelle, notamment chez les jeunes. Je crois que 18 à 25 ans, tu as un truc comme 30%, je crois, qui n'ont jamais eu de relation. Bon, le monteur, il fera son Tu te taf. rappelles la Et- source? La source, non, je pourrais pas te la dire, mais je sais que les chiffres sont dans cet ordre-là. Je pense que il y a 200 ans, il y avait aussi de la misère sexuelle. Les hommes ne peuvent pas tous avoir accès à la reproduction. Je veux dire, la femme, ça reste une ressource auquel tous les hommes n'auront pas accès. Tous les hommes ne se reproduisent pas. Tous les hommes n'ont pas la capacité de se reproduire. Il y a de l'infertilité qui croît aujourd'hui en Europe. Et aujourd'hui, oui, il y a de la misère sexuelle, mais je pense qu'il y en avait aussi il y a 200 ans. Juste, on n'allait pas forcément demander aux paysans du coin s'il avait Qu'est-ce la qui possibilité de se revendique les reproduire. masculinistes? Sincèrement, je serais même pas capable de te dire. Je sais que vous m'avez invité pour être le porte-parole des masculinistes, mais je suis pas très masculiniste Non, en l'occurrence, mais je veux bien jouer ce rôle-là s'il le faut. Bah, J'ai non, le bonnet tu sais, rouge, donc. déjà, je peux t'as poser des questions. Déjà, t'as des boucles d'oreilles. Ouais. T'as été exclu du mouvement masculiniste à cause de ça, Ouais, non? je crois, ouais. Non, mais je peux poser des questions plus ciblées pour aiguiller. Par exemple, le fait de nier l'existence du patriarcat, est-ce que c'est justifié, selon toi? C'est-à-dire nier. Ils pensent que le patriarcat n'est pas réel. Voilà. Pourtant, il est partout, le patriarcat. Enfin, Bah, la question, c'est de savoir est-ce que le patriarcat est un système efficace ou non? Est-ce que c'est un système qui crée ah bah des vas-y. oppressions, des Ah, discriminations dont on peut se plaindre? Intéressant. ouais. Mais est-ce que il existe ou pas? Bah si, factuellement, il existe. Je veux dire, Je sais pas ce qu'ils nient, au fait, ces mecs-là. tu veux nier quoi, en fait? Si, ça existe. Je suis désolé. Ah, c'est pas tant que je te lâche. Non, Tu veux nier quoi? En En fait, la question, c'est est-ce que c'est bien ou mal? Est-ce que c'est bien ou mal? Mais alors, juste, tu m'intrigues. Est-ce que tu penses que le patriarcat est un système efficace? Jusqu'à aujourd'hui, c'est celui qui a fait le plus ses preuves. Est-ce que tu connais un système matriarcal qui aujourd'hui existe et qui est plus performant qu'un système patriarcal? Alors. Putain. Ne parle pas des Amazones. Parce que c'est pas vrai. Quoi? On m'aurait menti. Attends, je pense que c'est pas la bonne façon. J'ai l'intuition que c'est pas la bonne façon de réfléchir au sujet parce que on évalue par rapport à ce qu'il y a eu et pas par rapport au potentiel qu'on aurait pu avoir. Et si tu regardes depuis que le patriarcat est en chute, la contribution des femmes à la société est quand même En incroyable. chute par rapport à quoi? Bah, on est d'accord pour dire que le patriarcat c'est un degré. Bah, une femme n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque dans les années 60. Aujourd'hui, elle a le droit d'avoir un compte en banque. Tu es Ok. d'accord pour dire que c'est un recul du patriarcat, ça? Un recul. Oui, il y a une évolution des mœurs, ok, d'accord. Oui, ok. et Toi, tu le donc- perçois comme du recul, ok. Bah, Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur la définition du patriarcat? bah, pour moi, le patriarcat, Je c'est Trouve-nous une définition honnête, Ouais. qu'on sache de quoi on parle. le patriarcat, c'est une société dominée par le père. D'accord, ouais, je suis d'accord avec Et toi. dont En tout les- cas, le patriarche a une grosse Ouais. rôle. Un gros rôle, pardon. Donne nos définitions. Forme de famille fondée sur la parenté par les mâles et l'autorité prépondérante du père. Voilà. Ok, je suis d'accord sur ça. Donc, le patriarcat a reculé depuis un siècle et demi à 3 dimensions. Il a reculé dans sa symbolique de société, puisque les femmes ont eu de plus en plus d'importance. Je trouve pas qu'on ait perdu au change à avoir des femmes scientifiques, des femmes ingénieurs, des femmes, etc. Ensuite, il a reculé dans la famille, puisqu'il y a des, mine de rien, il y a des familles dans lesquelles les mères ont élevé seules les enfants et elles ont fait un sacré bon travail. Merci. Merci. Merci maman. Et ensuite, le patriarcat a reculé dans sa prépondérance symbolique, puisque maintenant il y a des modèles alternatifs qui se vivent bien. Tu vois. Lesquels? Bah, 2 femmes qui ont un enfant, il y a des enfants qui sont plus heureux que dans des couples. C'est pas prouvé. Aujourd'hui. Bah, c'est factuel que. Que ça puisse exister, ça, ok, il y a aucun souci, mais Ouais. que ça soit plus efficace, Non, non, que ce j'ai soit pas un dit modèle c'est plus- familial t'as plus pas- efficace, ça, on le sait pas. Attends, je redis exactement ce que j'ai dit. J'ai dit
on a vu des modèles alternatifs produire du bonheur. Qu'est-ce que tu entends par bonheur? Bah, les gens qui vivent bonheur dans ce modèle... pour les parents, mais pas pour les enfants, ça t'en sait rien, parce que c'est pas prouvé. Ah bah, il n'y a pas besoin de prouver pour voir leur taux de bonheur. Je veux dire, les enfants, très naturellement, tu vois s'ils sont heureux ou pas. Il suffit de parler avec eux, il suffit de voir comment ils vivent. Comment? T'as des exemples de familles ou d'études qui ont été faites sur des familles? Parce que moi, j'ai creusé le sujet, et aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir si des parents homosexuels élèvent mieux leurs enfants que des parents monogames classiques, avec un patriarche et une mère au foyer. Aujourd'hui, personne ne peut trancher ce débat. Ouais, mais j'ai l'intuition que t'as pas besoin de trancher ce débat pour la simple... Ouais, mais j'ai l'intuition que t'as pas besoin de trancher ce débat pour la simple raison que vaut mieux un environnement alternatif avec de l'amour qu'un environnement standard avec sans amour. Ah, mais dans ce cas, c'est pas le problème du modèle, c'est le problème de l'amour. Mais justement, c'est tout mon sujet. Et de l'investissement parental. Mais tout mon sujet, c'est qu'on a cru que l'investissement venait du modèle patriarcal, alors que l'investissement vient du modèle de la quantité d'amour que tu reçois dans ta famille, et qu'il y a quand même énormément de familles patriarcales qui ont été extrêmement limitées, quoi. Ouais, mais moi, ma théorie, c'est que c'est pas lié au modèle en soi, c'est lié justement à des couples ou à des modèles du coup familiaux qui ne se construisaient pas forcément par envie, mais par nécessité, parce que avant tu te mettais en couple, parce que la guerre faisait loi, le mariage, la religion, t'avais une énorme pression qui t'obligeait à te mettre en couple très jeune et qui faisait que derrière, t'étais obligé de choisir la première partenaire venue. Et puis même, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'était pas hyper connectés. Donc la première personne que tu rencontres, tu restes en couple avec elle toute ta vie, ça allait de soi. Et du coup, malheureusement, t'es pas sûr au niveau de la compatibilité avec cette personne-là. Et ça, justement, ça crée des drames familiaux qui faisaient que, derrière, il pouvait arriver à des divorces et compagnie. Maintenant, pour en revenir sur l'amour, moi, je pense quand même que le patriarcat, en tout cas, le modèle familial, pour en revenir sur ça, c'est quand même le modèle qui a le plus fait ses preuves sur au moins les 2 derniers millénaires, parce que c'est celui qui a permis le plus gros investissement parental. À partir du moment où on a séparé le travail de la mère et du père, on a pu organiser mieux le travail, on a pu développer mieux la société, on a pu accentuer la production et on a pu derrière investir massivement sur l'éducation. Ouais, mais 3 choses. 1, on n'est pas à l'abri de faire une sacrée évolution dans des couples où le mari s'investit plus que la meuf parce qu'il a une tendance naturelle à avoir envie de le faire. Il y a un nombre de papas modernes qui investissent énormément dans l'éducation de leurs enfants et qui vont produire des enfants qui étaient inimaginables dans une société standard. Okay. Le problème de 100% des modèles, c'est le problème de la singularité. C'est-à-dire que les modèles dominants ont tendance à écraser les minorités. Et pendant très longtemps, le modèle bourgeois familial ne pouvait pas accepter l'idée qu'il existe un autre modèle. Ça ne veut pas dire que cet autre modèle, il est mieux, moins bien, etc. C'est simplement, est-ce que tu es libre ou pas d'exercer un autre modèle. Ah, ça, je suis d'accord. Et si tu veux, on a quand même gagné énormément à pouvoir prouver que des modèles alternatifs étaient possibles. Et maintenant, concernant la question, est-ce que des enfants vivent mieux ou moins bien, ou etc. Les enfants qui vivent mal dans des couples classiques dans lesquels il y a des problèmes cachés, hypocrites, bien sûr. Et tout ce que tu veux, on produit des milliers de drames. Tu vois, et ça a gêné personne pendant des siècles. Mais c'est un autre problème, ça, selon moi. C'est un autre problème. Mais je crois beaucoup à ce qu'on appelle la bijective de moralité. Okay. C'est l'idée que si tu ne peux pas protéger les gens d'une conséquence néfaste, tu devrais pas leur empêcher de tester quelque chose de nouveau sans savoir le résultat futur. Ouais, mais tu vois pas tout le négatif que tu perds justement à basculer et à changer de modèle. Parce que derrière, tu parles pas aussi de toutes les familles. En même temps, tu parles de gens qui sont homosexuels et qui veulent vivre leur parentalité. Moi, je ne suis pas pour interdire la parentalité aux homosexuels ou pour interdire quoi que ce soit aux minorités. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Les gens sont libres de vivre comme ils le veulent, pardon. Par contre, à partir du moment où tu bascules de modèle sous prétexte que des minorités se sentent visées, mais en fait, tu vois pas tout ce que tu perds derrière. Tu vois pas tout ce que tu perds derrière qui a été positif et qui a permis de générer justement ce sur quoi tu vis actuellement. Mais comment tu fais pour laisser les homosexuels avoir des parents, des enfants? Mais personne ne les empêche. Qui les empêche? La société. Toi, tu parles de faire basculer ce modèle-là comme modèle dominant. Exactement. Ouais. Oui, comme modèle de référence. Ouais, par contre, il y a de la place pour les individualités. Oui, mais si aujourd'hui on me prouve de A à Z que des parents homosexuels,
peuvent avoir, en tout cas peuvent engendrer une éducation similaire à la famille traditionnelle et que derrière c'est un impact positif sur les enfants et que demain c'est prouvé et qu'en plus de ça on est sur un gros échantillon, parce qu'il y a quand même quelques études, mais c'est généralement sur des petits échantillons où il y a toujours des biais qui n'ont pas été faits. Qu'ils ont le droit d'adopter, tu vois bien le problème. Bah, c'est pour ça qu'il faut du temps. C'est pour ça qu'il faut bien que la société a résisté d'une façon scandaleuse à cette demande pendant des milliers d'années. La société française est une société très réfractaire, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça prend du temps. Je veux dire, ce qui arrive aux États-Unis prend 50 000 ans à arriver ici. Quand il y a une nouveauté aujourd'hui en Occident, en France, on la taxe plutôt que de l'accepter. Je veux dire, je suis le premier à être d'accord sur ça avec toi. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Moi, ce qui me dérange, c'est de faire table rase du passé et de réécrire l'histoire comme si c'était du malheur, tu vois. Mais qui fait table rase? Des gens d'extrême gauche. Les gens d'extrême gauche. Ouais, et ça, les gens l'extrême gauche. Les extrêmes en général. Les gens des extrêmes et l'extrême gauche aujourd'hui. Et même, bon, je peux pas dire la gauche en général parce que j'ai rencontré des gens de gauche qui sont très très bien et qui sont très polis et avec qui il n'y a aucun souci. Mais t'as pas l'impression que les gens de droite, les gens de gauche pensent que le passé était un enfer, les gens de droite pensent que c'était un paradis et les deux ont tort? Ah, bien sûr, il y a des enculés à droite aussi. Ouais. Non, mais t'inquiète. Non, mais le logiciel de la droite, c'est avant, c'était mieux. Ouais. Enfin, des conservateurs. Des conservateurs. Parce que pour moi, la droite, par essence, elle est libérale. Je veux dire, pour moi, la vraie opposition politique. La droite libérale, elle n'existe pas en France. En France, elle n'existe pas. Ouais. Mais à l'international, ou même quand tu rentres dans l'histoire politique et dans les idées politiques. Libéral aux US, c'est de gauche, ouais. Oui. Mais ça, c'est un problème institutionnel, médiatique, ou même les gens adhèrent à des idées par rapport à ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, te battre contre l'insécurité, ou en tout cas militer pour ça, pour qu'il y ait plus de sécurité en France, c'est catalogué comme étant de droite. Non. Le fait de te battre, c'est catalogué comme fascisme, c'est encore mieux. Ouais, ok. Non mais t'imagines. Alors que le fascisme, c'est une idéologie de gauche déjà, pour te dire le niveau. L'écologie, pareil. Aujourd'hui, tu soutiens les avancées, tu te bats pour l'écologie, pour la planète, tout ce que tu veux. C'est de gauche. En quoi est-ce que l'écologie, ce serait l'apanage de l'extrême gauche? C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens en fait la politique en France. Les gens ne savent plus trop de quoi ils parlent. Moi, je suis libéral, j'ai pas de problème contre les avancées, que ce soit des mœurs ou les avancées d'un point de vue technologique. Par contre, ce qui me dérange énormément avec les minorités d'aujourd'hui qui font du bruit, c'est qu'il y a une volonté de faire table rase comme ça, comme si rien n'avait existé et que ça n'avait engendré que du négatif. Mais c'est vrai ça, parce que peut-être que le problème, c'est que moi, j'écoute pas tous ces gens. Donc, je me sens un peu mal à l'aise de dire que c'est faux. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? 3 ans en fac de sciences humaines, 5 ans à Châtelet. Voilà, 5 ans à Châtelet. Des milliers de personnes interrogées dans la rue, mon expérience de vie. Ah ouais, ça c'est intéressant. C'est vrai que j'ai pas cette expérience. Ça m'intéresse. Donc les gens sont... Enfin, toi, ton argument, c'est de dire ces gens qui sont prétendument des modèles ouverts, alternatifs et libres sont en fait fascistes, fermés. En France, oui. Et incroyablement... Je dis pas que dedans, il y ait des gens qui vraiment souffrent de l'oppression, mais je prends un exemple très concret. Regarde la Gay Pride. Ça s'appelle la Pride, la marche des fiertés. Ouais. Donc, ces gens-là se battent par fierté. Donc, il y a une volonté d'attirer le regard, il y a une volonté de se venger, il y a quelque chose d'exhibitionniste derrière. La Gay Pride, t'es un peu dur, parce que la Gay Pride... Non, moi, j'y suis allé pour une vidéo, je peux te dire que j'ai vu des horreurs. Il y a des gens, évidemment, qui sont juste là pour boire, s'amuser et tout, mais le concept même... Il y a un côté très ostentatoire qui, moi, me gêne, en tout cas. Il n'y a pas une volonté de se battre contre la répression des homosexuels, qui est un combat extrêmement légitime, il n'y a aucun souci. T'as vu le film Harvey Milk? Non. Ouais. C'est le film qui raconte la naissance de la Gay Pride. Il y a quand même l'idée... Ouais, mais aujourd'hui, la Gay Pride des années 80, c'est pas la Gay Pride d'aujourd'hui. Non, mais ça c'est... Moi, là, je suis passé, la dernière fois, du coup, je descendais rue du Sentier jusque Place de la République. C'était en 2022, je crois. Pleine Gay Pride. C'était plus vers la fin de la journée. Je vois des mecs sortir du coup de la Place de la République et remonter, qui me croisent. Et il n'y avait pas de circulation. Et je vois du coup plein d'homosexuels nus, donc bite à l'air, qui me regardent comme si j'étais du gibier, et alcoolisés, drogués. Et je me dis, ils veulent se battre, ils veulent mes fesses, qu'est-ce qu'ils veulent? Et il y avait un côté, je me dis, mais on est où en fait? On est dans The Walking Dead version... Je vais pas faire sauter ta chaîne parce que sinon ça va aller très loin, mais enfin voilà, moi j'ai vu des choses horribles quand même sur le terrain. Et non, ces gens-là ont une volonté de revanche. Ils sont pas là pour parler parce que on a tous un cœur. Je veux dire, tu m'expliques que les homosexuels étaient tabassés ou bridés dans les années 80, ou même légalement ils étaient sanctionnés. Je veux dire, évidemment, c'est scandaleux. Enfin, évidemment qu'il y a des gens de droite qui s'opposent à ça d'un point de vue moral et religieux, mais moi, c'est pas mon cas, je suis pas religieux. C'est revanchard que tu critiques, quoi. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, il y a plus de revanche qu'autre chose.
Je vous propose quelque chose. C'est avant de passer peut-être sur le wokisme, voilà, j'ai quelques questions sur ce sujet, voilà, sur des sujets de société plus généraux. Pour revenir sur le masculinisme, il y a une question, donc on a parlé un peu du patriarcat, mais j'aimerais avoir votre avis sur quelque chose que les masculinistes, du coup, revendiquent relativement souvent, c'est le fait d'avoir une virilité agressive et assumée, et une attitude quasiment prédative envers les femmes. Tout à l'heure, tu parlais du fait que les femmes pouvaient être perçues comme des ressources. Bah voilà, souvent c'est quelque chose. C'est un terme scientifique. Hein. Oui, je dis pas que moi je les vois dans la rue, je dis une ressource. Tu fais bien on de n'est le pas préciser. dans un jeu vidéo. Je suis pas là pour XP et récupérer du loot. Hein, je précise. J'entends. Tu fais bien de préciser, mais en l'occurrence dans le mouvement du masculinisme, c'est assumé. J'ai l'impression, je ne suis pas expert du sujet, mais j'ai l'impression qu'il y a ce sujet d'assumer sa virilité et d'avoir ce comportement un peu de prédateur qui doit aller justement se battre. Est-ce que donc la question que j'ai envie de formuler maintenant, c'est est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de lisser, on va dire la masculinité cette fois et féminité des gens dans la société pour que tous se lissent comme ce qu'on a observé ces dernières années, ou est-ce que au contraire les hommes devraient maximiser, on va dire, leur virilité et les femmes leur féminité? Elles se lissent déjà, que tu le veuilles ou non, en fait. Je veux dire, on tend de plus en plus à l'androgyne. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans une société du tertiaire. Il y a de moins en moins de boulot physique. Donc, il y a de plus de place pour l'intellectuel. Les femmes ont leur place donc, sur le marché. Donc, déjà, il y a une féminisation, on va dire, de l'emploi ou du marché du travail. Après, s'il y a des hommes qui ont besoin de se sentir virils parce qu'ils se sentent plus accomplis quand ils développent leur... Déjà, il faut revenir un petit peu sur les termes virilité et masculinité. Pour moi, c'est pas la même chose. Hein. La masculinité, pour moi, ce sont les attributs physiques qu'on peut attribuer classiquement à un homme. Donc, typiquement, la barbe, la musculature, bref, des caractéristiques physiques. La virilité, c'est un code moral. Ça peut être la bravoure, le courage, ça va dépendre en fonction des siècles, des civilisations. Et la virilité, par contre, évidemment, traditionnellement, c'est attribué aux hommes, mais une femme peut faire preuve de virilité, il n'y a aucun souci là-dessus. Une femme peut être courageuse, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on doit encourager les hommes à devenir virils? À partir du moment où cette virilité ne se transforme pas en de l'agression, de la violence, moi, je n'y vois pas de problème, parce que les valeurs viriles auxquelles moi, je peux m'identifier, elles ne sont pas là pour opprimer ou faire du mal aux femmes. Par contre, une masculinité excessive qui est mal gérée, qui est mal canalisée, je pense qu'à la fin, ça peut se transformer effectivement en des comportements très toxiques pour les femmes. Et là, on pose vraiment la question du coup de comment est-ce qu'on transforme l'énergie masculine dans une société. Est-ce que on les laisse chez eux jouer aux jeux vidéo et se branler, ou est-ce que on leur met 2-3 gifles et on les envoie, je sais pas moi, construire, on les lance dans l'entrepreneuriat. C'est encore une fois, comment est-ce que tu concentres l'énergie masculine, comment est-ce que tu la transformes? Maintenant, est-ce qu'il faut horizontaliser la chose et arriver et dire ouais, les hommes doivent devenir plus féminins? Ça, j'aime pas, tu vois. Je trouve qu'il y a un problème. Il y a un problème avec ce genre de logique, j'aime pas. Laissons les gens faire laissons les gens aller classiquement vers ce qu'ils veulent. Moi, je les trouve très fragiles, tous ces masculinistes, quand même. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils sont vraiment casse-couilles. Parce que franchement, moi, j'ai jamais vu un mec musclé se faire insulter quand il rentre dans une pièce. Je sais pas pourquoi ils sont dans un trip. Insulter, non. Par contre, effectivement, tu peux recevoir des remarques, des petites piques, mais comme pour plein de choses. Hein, mais, comme quoi? T'es le mec sportif, t'es le mec musclé, t'es le mec qui fait du sport, etc. Parce que là, tu sais, aujourd'hui, le sport, c'est une identité. Quand tu fais de la musculation, tu fais partie de la team des go muscu, t'as une vision de la vie, tu t'appropries cette identité-là. Donc il y a ce côté-là où on va critiquer le mec qui fait de la musculation parce qu'il fait pas du tennis ou du football, il fait de la gonflette. Je veux dire, évidemment, c'est pas méchant, c'est comme dans n'importe quoi. T'es de gauche, la personne de droite va te critiquer, elle va te traiter de gauchiste ou de je ne sais trop quoi. Mais bon, effectivement, je les trouve un peu fragiles quand même. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un truc marrant pour avoir rencontré quelques masculinistes dans ma vie qui sont sur les réseaux à casser les pieds de tout le monde sur comment être un homme de valeur. Dans leur vie de perso, c'est quand même des sacrés canards. Hein. J'ai vu plusieurs interactions dans ma vie où, notamment Andrew Tate, récemment, j'ai vu son entourage et le décalage entre sa façon de parler des femmes et sa façon de traiter ces femmes et sa façon de vivre la relation avec ces femmes, ça m'a beaucoup fait rire. C'est tout le paradoxe humain. Ouais. Je me suis dit, humain, donc moi je sais pas. Il y a quand même beaucoup de show pour au final être un sacré petit canard à la maison, quoi.
Ouais. Ce serait marrant que Je sais ce soit pas. le cas pour tous ceux qui se proclament hommes de haute valeur, ou en tout cas pour Mais ceux moi, dans j'ai cette l'impression que souvent, quand tu te proclames quelque chose, c'est que tu as un problème avec le sujet. C'est un Et terme donc- scientifique, ça. Ça s'appelle le biais de compensation. C'est justement quand tu vas faire valoir. Le biais de compensation. Ouais. C'est un vrai, putain, c'est C'est un vrai exactement terme ça. scientifique. Hein. Je peux Ouais, même le sourcer, ouais. le monteur. Quand tu vas avoir tendance justement à te proclamer de je ne sais quoi, même pour des opinions politiques, peu importe, Bah- tu vas mettre en avant ta morale. Bah, du coup, tu n'as pas un compteur, mais on va dire que ton cerveau l'a validé, ce qui fait que derrière, dans les faits, tu peux te permettre de faire tout l'inverse. C'est pour ça que les gens qui se disent, par exemple, antiracistes, peuvent avoir des comportements extrêmement racistes dans la vraie Ouais. vie, sans s'en rendre compte. Parce que juste, vu qu'ils pensent faire partie, en tout cas, du camp du bien, ils peuvent derrière se lâcher. Bah, et, figure-toi que moi, c'est un de mes tests les plus fiables sur les gens. C'est que j'ai tendance à toujours considérer que quand quelqu'un me déclare quelque chose, il est l'inverse. Par exemple, un mec qui vient et qui dit « Moi, je suis très original », tu peux être sûr que c'est le mec le plus conformiste du monde. Ouais. Parce qu'un mec réellement original, il est pas au courant qu'il est original. Ouais, Les vrais loufoques, tu leur dis « Mais tu sais que t'es un peu loufoque. » « Ah bon ? Mais non, mais attends, pas du tout. » Quelqu'un qui dit « Ouais, moi je suis très courageux », tu peux être sûr que c'est la pire des tapettes. C'est jamais il aura un truc. Ouais. Un mec qui vient et qui dit moi je suis très ouvert d'esprit, tu peux être sûr que c'est le mec le plus fermé d'esprit. C'est vrai. Et c'est un test que j'utilise chez les gens depuis des années et qui m'a jamais trompé. Et en plus même quand les gens le savent, ils finissent par tu vois récemment je dînais avec une nana qui m'avait entendu dire ça dans une vidéo. Elle me dit ouais tu sais j'ai entendu dire ça et tout. Et 4 minutes après on est à table et elle dit à la meuf assise à côté d'elle, elle dit, tu sais, moi, je juge personne. Et au moment où elle dit ça, Okay. Elle croise mon regard et elle a un sourire. Elle me dit, bon, ok, vas-y, évidemment que je la juge. Et tu vois, et en fait, même quand tu connais le test et que tu veux éviter le test, Ouais. en fait, c'est plus fort que toi de vouloir défendre ce qui n'était pas. Et c'est pour ça que moi, les masculinistes, j'ai l'impression qu'ils sont quand même pas très masculins au final, en fait. Ouais, au même titre que Ouais. les féministes ne sont pas très féministes au final. On va en parler aussi, mais donc vous pensez que c'est une façade du coup? Ouais, je pense, ouais. Ouais, bah tu sais, les gens ont besoin de modèles identitaires pour avancer. Et C'est qui les féministes que t'aimes pas? Celles déjà qui m'ont harcelé pendant 3 ans en fac Qui ça de sciences humaines. Ouais. Bah, je peux pas donner leur nom, évidemment. Non, sinon je vais mais manger des accrochages. profil, quoi. dans les auteurs féministes que tu peux pas blairer, parce que moi, je connais pas trop ce monde-là. Ah, déjà, ça commence avec Simone de Beauvoir. Après, sur les auteurs, Mais qu'est-ce que t'aimes pas chez Simone de Beauvoir? Parce qu'elle est quand même très... c'est elle qui a accouché de toute la vision. Là, on rentre vraiment dans des débats théoriques et, Ouais, et vas-y, intellectuels. ça m'intéresse, ouais. C'est elle qui a accouché, en tout cas, de la vision moderne de la sexualité et de la façon dont on devait voir les genres. C'est toute la phrase la femme n'est pas. Enfin, qu'est-ce qu'un. C'est quoi déjà la phrase? On ne naît pas On femme, ne naît pas femme, on le devient. Tu penses pas que c'est vrai, ça? Non, je pense Enfin, que entre autres. ton identité, pour moi, c'est un mélange de ton être et de ton devenir. Donc, je pense que tu hérites, en tout cas, de ton sexe, Ouais, qui va construire une grande partie de ton identité. ouais. Et puis après, tu peux la construire effectivement. Mm. Mais venir comme ça et faire table rase, comme ça, d'un point de vue philosophique, et te dire, OK, Je te trouve dur, parce qu'elle a la pas... sexualité, bah, en tout cas, c'est elle qui a commencé avec ça. Et puis après, Oui, mais- les gens l'ont repris. Oui, mais Et puis après, ça s'est transformé d'un point de vue philosophique. Ça, C'est parti très loin. C'est parti très loin, effectivement. Mais elle, bon. Ok, qui d'autre? Par exemple, Contemporain. Marcella Yacoub, tu la connais? Non. C'est une féministe que j'aime bien, moi. Mais... Tu l'aimes bien pourquoi? Je sais pas, je trouve que ce qu'elle dit est assez juste. Qu'est-ce qu'elle dit? Que toute... par exemple, une des phrases qui est le plus choquée de Marcella Yacoub, c'est que toute forme de relation homme-femme est une forme de prostitution déguisée. Oui, mais après, c'est pas féministe de dire ça. C'est Ouais, juste mais- de dire que une femme Elle, échange elle- des ressources contre... Enfin, échange son sexe contre des ressources. Ouais, mais Je veux dire, il y a c'est- la psychologie c'est une- évolutionniste c'est- à ce sujet. Hein. Ouais, c'est une fémininiste, elle dit ça. Ouais, bah, elle dit la... Et elle dit mais ce qui est c'est vrai qu'elle choque les féministes aussi à cause de ça. Bon. Elle est peut-être plus trop féministe, alors. C'est le problème. Quand tu dis que les femmes sont des putes, t'es plus trop féministe, a priori. Le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire être féministe, tu vois? Et c'est Bonne- tout c'est une le bonne débat. question. Est-ce que tu peux nous donner une définition à ce sujet? Parce que... Je pourrais donner ma définition, mais au moins on sera... Tu veux donner la tienne d'abord? C'est militer pour l'égalité des genres et l'abolition, on va dire, des sexes. En tout cas, pour lisser les différences entre les hommes et les femmes et atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais l'égalité de droit ou... Bah, originellement, c'est ça, c'est l'égalité de droit. Mais Parce que aujourd'hui, l'égalité c'est de plus droit, l'égalité... c'est dur d'être contre, non? Oui, je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, Ouais. c'est plus l'égalité de droit. C'est Aujourd'hui, quoi l'égalité de quoi?
l'égalité au niveau des genres, l'égalité au niveau des résultats. Il y a tous ces L'égalité trucs des avec chances, les inégalités, ouais. l'égalité au niveau des chances. Il y a toutes ces questions-là au niveau des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de gros écart entre les femmes et les hommes au niveau salarial maintenant. Bah, c'est parce que les féministes, elles disent, chaque année, elles expliquent qu'au mois de novembre, elles travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Donc, Oui, mais ça, c'était vrai pendant longtemps, mais ça s'est corrigé dans les chiffres. pour moi, ça n'a jamais été vrai. Et non, il y a toujours des inégalités. Je Bah, crois que c'est 24% frère, chaque année entre les hommes et les C'est dur femmes. de dire que ça n'a pas été vrai quand dans le programme spatial, tu avais une décote pour le fait d'être une femme. Oui, mais ça, c'est un point de vue juridique. Après, dans les faits, dans les stats, quand on regarde les inégalités salariales et qu'on essaie de comprendre pourquoi, derrière, ça devient tout de suite plus juste. Oui, mais et ça, on c'est dans comprend en fait que c'est dans derrière, il n'y a l'époque- pas de problème. C'est dans l'époque moderne, ça. Il y a eu pendant très longtemps des femmes qui étaient sous-payées par rapport à leur valeur juste parce que c'était des femmes. Jusqu'à 72. Mais après, une fois que la loi est passée, il n'y a plus de problème. Mais aujourd'hui, Oui. les féministes s'en plaignent encore. Et elles Oui. nous expliquent qu'il y a des inégalités salariales. Je crois que c'est 24% les chiffres officiels. Bon, chaque année, ça change, mais en gros, c'est entre 24 et 30%. Sauf qu'à chaque fois, elles ne prennent pas en compte que les femmes travaillent plus à temps partiel que les hommes. Elles ne prennent pas en compte que... Ouais, ça, c'est- Enfin, il y a plein à chaque fois que tu enlèves du coup un facteur dans l'étude, tu fais baisser le pourcentage. T'as pas constaté autour de toi une misogynie des hommes vis-à-vis des capacités des femmes dans des... Par exemple, moi, j'ai dirigé The Family et à chaque fois qu'une femme levait des fonds, elle galérait 10 fois plus qu'un homme. Elle avait quoi? Elle galérait 10 fois plus qu'un homme. Par rapport à Toutes quoi? choses égales par ailleurs. Pour lever des fonds. Pour lever des fonds. Ok. Et elle galérait dans quel sens? C'est-à-dire Bah, elle quels arrivait étaient pas les à- obstacles? Le même projet pitché par un homme avait 10 fois plus de term sheets que femme. Et tu C'était un te bases- frein auprès des Et, investisseurs. moi, j'avais même une stratégie, D'accord. c'est qu'on faisait... moi, souvent, quand j'avais une femme... Putain, je vais me faire cancel en disant ça. Mais moi, quand j'avais une femme qui levait des fonds à The Family, je disais, écoute, je suis désolé de te dire ça, mais tes chances de lever des fonds sont moins fortes. Donc, viens, on laisse ton cofondateur lever des fonds, et puis après, c'est toi qui diriges la boîte de toute façon. On va t'as trouvé une solution. Je dis pas le contraire, mais c'est bien la réalité de la misogynie des investisseurs. C'est la réalité de la vie. La vie est faite d'inégalités. Ouais, mais Je veux dire, dans le modèle tu entrepreneurial. peux quand même t'en rendre compte. Fais pas genre que les... Non, attends, je te dis pas qu'il n'y a pas d'inégalité entre les hommes et les femmes. Il y a des inégalités. Ouais, mais c'est bien. Et ces inégalités ne sont pas forcément une source d'injustice, dans le sens où Oui, mais quand une femme... quand elles le sont, Non. il faut bien se battre contre ça. Oui, peut-être, il n'y a pas de souci. Si une femme est compétente et que derrière elle a des obstacles, on se bat pour, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais dire derrière que parce Mais qu'il y t'as a pas des l'impression- inégalités, c'est injuste, c'est pas forcément vrai. Pour la simple et unique raison que la plupart des entrepreneurs à succès sont tous des hommes. Dans les 100 plus grandes fortunes au monde, doit y avoir, je sais pas, peut-être moins de 10 femmes à mon avis. Je sais Ouais, pas mais les ça- chiffres exacts, encore ça- une fois, il les mettra à l'écran. Non, mais ça, Et quand tu veux investir ton argent dans une possible nouvelle boîte, tu vas plus faire confiance à un homme parce que les hommes ont plus fait leurs preuves. En fait, c'est comme ça, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça, Oui, c'est mais des ça, biais. le cerveau- Après, est-ce que c'est juste ou pas? Je suis d'accord avec toi. le C'est cerveau, peut-être pas forcément d'abord, le juste. cerveau, il a tort de fonctionner comme ça. Il est légitime de lutter contre ça. Ah, ça, c'est autre chose. Bah, pour moi, c'est un combat féministe légitime. Si j'avais Non, une mais- fille Non, mais et qu'elle attends. levait des fonds, je serais content qu'elle lutte pour le Mais droit de faire une boîte. Tu vois. Mais si elle est compétente, il y a aucun souci. Oui, Mais il faut qu'elle prouve, mais justement. fais pas genre que les femmes sont jugées sur les mêmes standards que les hommes, même aujourd'hui dans la société. Et pourquoi Elles elle le serait sont pas. jugée sur les mêmes standards alors qu'on n'est pas égaux sur plein de points? Je veux dire, on n'a pas la Parce même... qu'il y a plein de sujets où ces points d'inégalité Non, n'ont regarde, aucun impact. Je vais donner un exemple très Ouais. concret sur un truc sur les tests de personnalité entre les hommes et les femmes. Ouais. Les femmes ont un score bien plus élevé sur le trait de personnalité agréabilité, donc sur le test du modèle du Big Five, qui est le test de référence en psychologie pour mesurer la personnalité. Les femmes ont un score plus élevé en agréabilité. Et il se trouve que l'agréabilité, c'est corrélé négativement avec ta capacité, par exemple, à négocier ton salaire ou en tout cas à transgresser, à faire des nouvelles choses. La transgression, Ok. le fait d'innover, le fait d'oser, c'est consubstantiel à l'entrepreneuriat. Entreprendre, il faut forcément que tu oses faire les choses pour pouvoir obtenir ton gain. Et je suis désolé, en fait, militer pour que il y ait une forme de normativité vis-à-vis des femmes C'est pas une dans forme de un normalité. domaine en plus très pirate, parce que l'entrepreneuriat c'est pas normatif, c'est très pirate. Il faut justement transgresser, il faut aller au-delà des règles. Mais justement, tu devrais être content qu'il y ait des femmes qui rencontrent des obstacles, parce que le jour où il n'y en aurait pas, mais en fait ce serait dramatique. Ça voudrait dire qu'en fait on a laissé le champ ouvert à énormément de choses. Et je suis même prêt à parier que le jour où il n'y a plus d'obstacles pour les femmes ou pour n'importe qui, c'est qu'il y a plus d'argent en fait à faire, tout simplement. Et c'est que derrière il y a la BPI et il y a peut-être le parquet de Bercy pour te lancer un petit contrôle fiscal et récupérer de l'argent. Je comprends, mais regarde, t'as une fille. Ça te rend pas en rage l'idée que, toute chose égale par ailleurs, ses opportunités vont être moins fortes parce que c'est une fille? Mais en fait, tu sous-estimes le fait à quel point les inégalités, c'est un moteur, justement, et ça te donne de l'énergie. Moi, je suis heureux qu'il y ait des inégalités.
Moi, je viens de banlieue parisienne. J'ai eu beaucoup moins de chance que beaucoup de gens avec qui aujourd'hui que je fréquente, parce que aussi, moi aussi, j'étais dans l'entrepreneuriat. Et justement, le fait de ne pas avoir eu les mêmes chances que les autres, c'est ce qui m'a motivé en fait à me lever très tôt et à bosser 3 fois plus que les gens. Parce que je me disais, t'aurais pu mettre ton énergie ailleurs. Hein. Je suis désolé pas dans le fait de me plaindre, non. Justement, je me suis levé un matin et je me suis dit, heureusement qu'ils ont plus que moi parce que je vais les détruire. L'esthétique de la plainte parce que j'ai l'impression que ça trigger beaucoup les gens, l'esthétique de la plainte. Ouais. Ok, enlève l'esthétique de la plainte. C'est pas elle qui se plaint, c'est moi qui me plains. Je me plains pour ma fille. D'accord. Je lutte pour ma fille. Je lutte pour que ma fille ait les mêmes opportunités que mon fils. Oui, mais pourquoi tu te plains à sa place? Peut-être que elle, justement, ça va lui donner de l'énergie pour se battre. Elle va se dire, je vais être la première femme, justement, qui a pris le contraire. Je pense que toutes les études, pour le coup, ont montré que l'empowerment produisait plus de richesse que la... Quelles études? Alors, frère, le développement économique de la société contemporaine démontre que l'empowerment, si tu étais dans une société où à la naissance tu te faisais battre parce que tu étais basané, ta capacité à produire de la valeur... Attends, personne ne frappe des femmes aujourd'hui dans notre société, elles ont les mêmes droits que les hommes, on n'en est pas à ce niveau, c'est de la sophistique. C'est pas de la sophistique. C'est un sophisme. Je te dis que l'empowerment produit plus d'opportunités. Tu me dis comment? Je te dis si t'es limité par le fait d'être battu dans ton enfance, par exemple. Mais personne ne bat les femmes, personne ne les contraint. Elle peut faire ce qu'elle veut. La preuve en est, c'est qu'elle peut passer par toi pour obtenir des financements. La violence. Dans une société réellement patriarcale et très dure comme tu me l'as décrit pour les femmes, elle pourrait même pas venir travailler avec toi, elle pourrait même pas emprunter de l'argent, elle pourrait pas travailler. Et ça, c'est le cas parce qu'elles ont lutté pour ça. Enfin, je pense que... Non, c'est parce que les hommes se sont rendus compte justement de leur méchanceté et qu'ils ont développé une forme d'empathie. On a accordé du coup des lois et la possibilité aux femmes de travailler. Mais ils l'ont fait, ces hommes-là, parce qu'ils ont été quand même... Il y a quand même des grandes féministes qui ont gagné... Ah ouais. Tu crois sérieusement ça? Mais comment ça, j'y crois sérieusement? C'est factuel. Tu penses vraiment que c'est le combat féministe qui fait que derrière... moi, je pense que Simone de Beauvoir l'a rendu Sartre moins connard. Hein. Je sais pas si elle a rendu moins connard. En tout cas, ce que je sais, c'est que les femmes, à partir du moment où le pouvoir est centralisé dans la main de quelqu'un, s'il décide de te donner du pouvoir, en tout cas de t'accorder plus de droits, c'est que derrière, il a un intérêt. Parce qu'il faut que ça soit win-win. Et si derrière, on a accordé plus de droits aux femmes, c'est sans doute qu'on y gagne. C'est sans doute, derrière qu'on y gagnait. Et l'une des meilleures analyses à ce sujet, c'est que en fait, le tertiaire se développait dès les années 60-70. En intérêt économique, du coup. En intérêt économique. Il fallait que les femmes puissent consommer, parce que les femmes sont de grosses consommatrices. Il y a un marché à prendre. En fait, c'est moins rentable de les laisser à la maison, vu l'évolution de la société. Donc là, effectivement, il y a un point de bascule où il y a une convergence entre l'évolution morale de la société et une évolution économique, tu vois. Et donc, on a décidé de lutter contre Toi, tu penses que c'est dans ce sens-là et c'est pas le sens inverse? C'est que... Non, il y a une convergence entre les deux. C'est-à-dire que l'économie suit le moral et ça va forcément se lier. Donc, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est plus dans nos intérêts, donc on fait évoluer les mœurs, quoi. Et ça stallonne d'année en année. Ouais. Et tu penses pas que si on reprogrammait notre capacité et notre capacité à empower les femmes, à être plus entreprenants, plus rebelles, etc., on n'y gagnerait pas dans la société? On y gagnerait quoi? Elles y gagneraient quoi d'ailleurs? Plus d'entrepreneuriat, plus d'opportunités. Et elles y gagneraient. Tu leur as posé la question? Est-ce qu'elles veulent devenir entrepreneurs et qu'est-ce qu'elles pourraient y gagner? Toute évidence, si l'envie est là, on ne devrait pas les empêcher, quoi. Mais est-ce que l'envie est là? C'est une bonne question, ça. Moi, ce que je vois, c'est que toutes celles dont l'envie est là, leur niveau de difficulté est plus élevé que les autres. Le problème, c'est qu'elles se retrouvent bloquées à des endroits où elles voudraient accomplir quelque chose. C'est valable pour d'autres domaines que l'entrepreneuriat. Pour ces personnes-là qui ont réellement l'envie d'entreprendre et qui sont bloquées, moi, comme je te l'ai dit, après, c'est ma mentalité à moi. Quand moi, je suis bloqué dans ma vie, je le vois comme un défi et ça me donne encore plus d'énergie pour réussir. Parce que je me dis, putain, ils me mettent justement des bâtons dans les roues, je vais encore plus bosser pour faire la chose. Le bâton est pas violent. Une femme, de quoi? Le bâton est pas violent. Il y a des bâtons qui sont quand même plus violents que d'autres. Je sais pas, je vais pas rentrer dans le pathos, c'est parler de ma vie personnelle, mais chacun a ses problèmes dans sa vie. Je pense qu'il faut se battre. La vie est faite d'inégalités. Et justement, les inégalités, c'est le moteur de la compétitivité. C'est ce qui te permet de te lever le matin et ce qui te permet justement de faire plus. Maintenant, on n'est pas dans une société, je suis désolé, il y a des sociétés dans le monde où on excise les femmes, il y a des sociétés dans le monde où on les empêche littéralement de travailler, il y a des sociétés dans les femmes où tu peux frapper ta femme légalement. On n'en est pas là en France. On n'en est pas là. Je veux dire, on se plaint de quoi en fait? On n'est pas là parce qu'il y a quand même une lutte. Il y a quand même une lutte féministe. Je m'en bats que c'est pas mon avis. C'est pas mon avis. Moi, je pense pas que c'est la lutte féministe qui a changé quoi que ce soit. Tu vois. Mais après, ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, si toi, tu penses qu'elles ont gagné quelque chose à faire ça, tant mieux pour toi. Les suffragettes, elles ont pas. Ah ouais, les suffragettes. Elles ont pas été réelles dans le changement des mentalités. Oui, elles ont gagné un chéquier, c'est ça.
c'est quelque chose d'avoir un chéquier quand même. Ah oui, ok. Bon, si tu veux, oui, une avancée sociale. Maintenant, je pense pas que c'est le fruit de leur combat. Parce que en fait, frère, quand tu manifestes, t'imagines ce que c'était de ne pas pouvoir avoir un compte en banque? non, mais attends, je te dis, Elles peuvent consommer. Ouais, elles peuvent consommer. Mais je te dis pas que c'est elles ont lutté pour avoir le droit de consommer. Oui, mais je te dis pas, oui, elles luttaient pour pouvoir consommer. Donc, au final, c'est pas forcément que pour leurs intérêts. C'est bien ce que je te dis, c'est que c'est gagnant-gagnant. En fait, quand tu manifestes ton mécontentement. Mais les gens qui sont au pouvoir, tu regardes, aujourd'hui, tu peux manifester contre la réforme des retraites. Et boum, 49.3, non, on vous écoute pas. Donc, quand tu as le pouvoir entre les mains, c'est toi qui décides si oui ou non on fait quelque chose. Donc, si il y a 50, 60, 70 ans, on voulait pas faire évoluer les mœurs, je pense que les hommes auraient tout simplement dit non, les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à la loi, face à tout ce que vous voulez. Et ça n'ira pas différemment. On va rester dans la société telle qu'elle. Et d'ailleurs, la société russe ou d'autres sociétés en Europe suivent la Pologne, suivent ce chemin-là. Chose pour laquelle je ne suis pas pour. Moi, je reste libéral à ce sujet. Mais voilà, venir m'expliquer derrière que le féminisme a apporté des choses positives parce que c'est des grandes guerrières et qu'elles ont outragé, soi-disant, la morale ambiante et tout. Non, moi, je pense que c'est le fruit de leur époque. Elles ont milité au bon moment. Elles auraient fait la même chose il y a 300 ans. Elles seraient mangées une gifle. Bon, non, on va pas aller plus loin. Je vais déraper. Hein. C'est très bien comme ça. C'est marrant que tu discountes à ce point le fait qu'elles aient pu avoir un impact. Quand même, elles ont quand même converti des gens anti-logiquement. D'ailleurs, la preuve, aujourd'hui, tu trouves ça excessif? Non, je trouve excessif la façon dont les gens de gauche, d'extrême gauche, mais ça reste une minorité. Je dis pas que c'est la majorité des gens. Tu vois bien que c'est juste l'expression de quelque chose qui a commencé bien en amont et qui a compound pendant des années. C'est-à-dire? C'est presque c'est une exponentielle. Tu vois. Mais qu'est-ce qui est une exponentielle? Il a fallu planter des idées simples et basiques qui nous paraissent aujourd'hui normales. Ouais, ok. Et c'est parce que le champ de la normalité a monté que l'extrémisme de ces gens-là est monté de plus en plus d'un cran. Oui, évidemment, il faut un terreau féministe pour que derrière, les idées extrêmes féministes puissent prendre de l'ampleur. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je me bats contre les idées extrémistes. Je me bats pas contre les idées de soi et l'égalité homme-femme. Je m'en fiche. Après, moi, je suis pas un égalitariste. On pourra en revenir là-dessus, on pourra parler du wokisme et compagnie. Moi, j'associe ça à du marxisme culturel. Pour moi, toutes ces idées-là, ça provient du marxisme, c'est du dérivé. D'ailleurs, toutes ces idées féministes, wokistes et compagnie, ça vient de la French Theory, ça vient de Derrida, ça vient des années 60. C'est les intellectuels de gauche marxistes qui ont ramené ça sur la table. Et derrière moi, je ne suis pas marxiste, je suis un libéral authentique. Et un libéral authentique, il laisse les gens s'approprier l'individualité qu'ils ont envie d'avoir, tant que ça n'est pas normatif. Et de ce point de vue-là, quand tu laisses les gens s'approprier l'individualité qu'ils ont envie d'avoir, l'identité qu'ils ont envie d'avoir, tu te rends compte que, par exemple, dans les pays nordiques, ça s'appelle le paradoxe égalitaire, les femmes qui ont le choix s'orientent plus sur des métiers typiquement féminins, donc des métiers d'infirmières et compagnie, en tout cas qui sont stéréotypés féminins. Et quand tu laisses le choix aux hommes, ils s'orientent vers des métiers typiquement masculins. Mais on voit bien que quand tu laisses la liberté aux gens, justement, il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu viens de citer. Parce que c'est Et juste une dernière chose, une dernière chose. Et dans des pays comme le Maroc, par exemple, quand tu laisses le choix aux femmes de s'orienter vers les métiers qu'elles veulent aller, et sachant que le Maroc, c'est un pays qui, pour le coup, est plutôt conservateur, on est d'accord là-dessus, il y a plus de femmes ingénieures au Maroc que dans d'autres pays, par exemple. Comment expliquer ça dans une société conservatrice où, justement, on impose des rôles de genre, de stéréotypes, en tout cas dans lesquels il y a une société très conservatrice, très, très traditionnelle, les femmes, visiblement, tendent plus vers des métiers d'ingénieur ou des métiers un petit peu plus techniques. Ce qui est très paradoxal. Ouais. Oui. Au Maroc, ça s'explique par le fait que l'éducation marocaine est très scientifique et quand t'es bon à l'école, tu deviens ingénieur. Peut-être. Mais, et comme les femmes sont très bonnes à l'école, elles deviennent ingénieurs. Ton fameux paradoxe des pays nordiques, il est intéressant parce que le sujet, c'est pas ce que les gens deviennent, c'est ce qu'on leur empêche de devenir. Le sujet, c'est pas que la majorité des femmes choisissent des rôles féminisés. Le sujet, c'est qu'est-ce qui se passe le jour où tu as une femme qui choisit de ne pas avoir ce rôle-là. Et les sociétés vikings, très traditionnellement, étaient très à l'aise avec ça. Ils ont eu les femmes guerrières, etc. C'était des minorités. Mais ils étaient à l'aise avec ces minorités. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, les sociétés vikings? Non, mais elles ont perduré, évolué. Ah bon? Tu te fous de ma gueule. C'est une des sociétés les plus successful et qui s'est le plus absorbé dans le plus de culture dans le monde. Je pense que les Vikings se sont éteints à cause de ça. Pour moi, on va rentrer dans un débat. Pour moi, les Vikings, c'est les Arabes du Nord, quoi. Franchement. C'est-à-dire les Arabes du Nord.
On n'a pas eu un développement civilisationnel comme sous l'Empire romain. On n'a pas eu, je veux dire, c'était des razzias, c'était des choses très agressives. Il n'y a pas eu justement un développement, un investissement parental. Il n'y a pas eu un développement du mode de production. Mais n'importe quoi. D'abord, ils étaient très commerçants avant tout. Ils n'étaient pas agressifs. La vision du viking qui raid, c'est une minorité des vikings. Ah non, ça, c'est historique. Là, sur ce terrain-là, je pense que tu vas pêcher par ignorance. La société viking, c'est une société de commerce qui raid et qui fait la guerre par nécessité. C'est vraiment le choix viking numéro 1, c'est le commerce. Et c'est des sociétés qui qui nous ont donné quand même le premier roi d'Angleterre, qui nous ont donné le duc de Normandie, qui ont conquis la Sicile. Alors ils sont partis de leur société traditionnelle, et ils sont devenus, ils ont dirigé les Russes, ils ont dirigé Byzantine. Donc c'est une société culturellement extrêmement successful en intégration des autres cultures. C'est une société qui vraiment est partie fusionner avec plein d'autres cultures et nous a donné des grands... Par la conquête, et comment ça s'est terminé? Mais non, c'est pas par la conquête, c'est souvent par mariage, par contrat, par settlement. Oui, il faut envahir un territoire. Mais ils sont jamais envahi un territoire. Tu crois que les Vikings ont envahi l'Angleterre? Je veux dire, au bout d'un moment, il faut aller dans un territoire adverse pour pouvoir récupérer justement de la ressource féminine, et puis ensuite faire du mariage, du contrat, et puis créer des alliances, et puis annexer un nouveau territoire. Non, mais attends, et c'est moi le sophiste, je rêve. Tu nous dis, la société viking a disparu parce que les femmes avaient plus de droits que dans les autres sociétés. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, là, tu vas trop loin. Tu l'as dit mot pour mot. Non, il n'y a pas de corrélation directe entre les deux. Tu l'as dit mot pour mot. Non, je t'ai dit, les femmes sont guerrières. Tu dis, t'as vu où ils en sont, les vikings. Ouais, si ça, c'est pas une corrélation directe, c'est quoi? Les femmes sont guerrières, ok. Et alors, c'est quoi C'est mon point. On en revient sur quoi? C'est pour ça que je reviens sur mon point. Mon point, c'est quelle est la capacité de la société à accepter des gens qui sortent du schéma. Le sujet, c'est pas quelle est ce que la majorité des gens choisissent, c'est comment la société traite ses singularités. Ah, sur ça, je suis d'accord avec toi. En France, il y a un vrai problème avec les singularités. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que quand tu me cites les Nordiques, c'est pas un sujet féministe, c'est un sujet libéral. Je suis désolé avec toi. La féministe, elle est normative. Oui, elle veut justement abolir les genres, les différences de sexe. Elle veut horizontaliser les sexes. Je pense que horizontaliser les sexes, ça veut dire quoi? Faire en sorte qu'il n'y ait plus de différence entre les hommes et les femmes et que les hommes et les femmes soient parfaitement égaux. Et pour moi, ça, c'est un dérivé. Qu'est-ce que tu veux dire par égaux? C'est-à-dire qu'ils soient parfaitement pareils? Parfaitement identiques. Tu mets des doses de testostérone aux hommes et des doses de testostérone. Possible qu'un jour, on arrive sur ça. Ouais. Mais personne ne va jamais arriver là-dessus. T'en sais rien. Mais si, j'en sais quelque chose. En fait, c'est tout le problème de ces discussions d'extrémistes. C'est-à-dire que déjà, moi, je sais même pas de qui tu parles quand tu me parles des féministes, parce que tout le monde parle, on dirait le féminisme, c'est un truc omniprésent dans la société. Elles sont où? C'est qui? Si je te demande de me citer les 3 plus grandes féministes françaises, c'est qui? Tu parles de féministes intellectuelles? Non, mais j'en sais rien. Les gens, tu dis les féministes, tu parles de qui? Là, je te parle de groupes activistes féministes. Après, là, on parle de l'idéologie féministe. Moi, je te parle de l'idéologie féministe qui est représentée aujourd'hui dans les médias, dans l'État. Dans l'État, Marlène Schiappa, qui aujourd'hui n'est plus ministre, évidemment. Mais je veux dire, institutionnellement... Qu'est-ce qu'elle a dit, Marlène Schiappa, je sais pas, déjà, elle reconnaît que il y a des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes et que c'est le fruit d'une discrimination du patriarcat. Chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Je veux dire, les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, ce n'est pas le fruit du patriarcat ou d'une oppression masculine. Voilà, fin de l'histoire. Ok. Et après c'est le fruit du dimorphisme sexuel, d'une différence entre les hommes et les femmes. Et après ça, qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Marlène Schiappa. Ouais. Je sais pas, il faut regarder. Écrit Marlène Schiappa, féministe, demande à ChatGPT, tiens. Elle a mis des hommes en prison, tu vois, enfin... Non, mais attends, on n'en est pas là. Je suis pas en train de te dire que c'est tout mon sujet. C'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées. Je suis pas en train de te dire qu'il faut éclater les féministes. Mais non, mais tout le sujet du débat d'idées, c'est que j'ai l'impression que ce débat d'idées, il trigger vachement les gens, alors qu'il est méga minoritaire et concerne un tout petite partie de la population complètement cinglée. Et j'ai pas l'impression que cette population a le moindre pouvoir aujourd'hui ou le moindre... Tu vois, on dit les médias sont féministes. En fait, t'as du pouvoir par le terrorisme intellectuel. D'accord. C'est ça que je veux te dire, c'est que... Alors, c'est quoi le terrorisme intellectuel aujourd'hui C'est le fait de cancel des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi. Mais t'as des gens qui sont cancel pour féminisme? Ah bah, moi. Mais comment tu te fais cancel? T'es là, t'es invité, t'es pas cancel? Ouais, mais toi, t'es pas dans les médias. Je suis même savoir que toi, t'as reçu aussi des médias sur ta gueule. Ouais. Je t'ai fait cancel pour d'autres sujets, pour d'autres affaires. Mais je veux dire, oui, moi, je me suis fait cancel et je connais plein de gens qui se sont fait cancel. Qu'est-ce que t'as dit pour que cancel? Sur les réseaux sociaux? Ouais. Déjà, alors, avant même d'arriver sur les réseaux sociaux, on parle de mon expérience en faculté de sciences humaines. Déjà, juste le fait de dire face à des féministes que les hommes et les femmes ne sont pas égaux corporellement, juste ça, hein,
qui aujourd'hui est une chose qui est actée par la science. Et même, on est tous d'accord pour dire qu'un homme, c'est pas pareil qu'une femme, physiquement, biologiquement. Juste de dire ça, ça m'a valu un harcèlement pendant des années, de la pression psychologique. On m'a fait la misère pendant 3 ans en faculté de sociologie. On a menti volontairement, on m'a diffamé, pardon, je cherchais le terme, on m'a diffamé en disant que j'incitais au viol, ah ouais, non, mais ça allait jusque-là, hein, ça allait jusque-là. Désolé, je rigole. Mais À c'est la pas misogynie, j'incitais à la misogynie, au viol, que j'incitais à frapper les femmes, etc. Juste pour émettre des opinions comme ça et réintroduire un peu de débat. Parce que quand t'es face à des gens extrémistes qui ont basé toute leur vie sur des croyances extrêmes, en fait, le simple fait de remettre en cause leurs croyances, ça va bouleverser, on va dire, leur logiciel et ils vont tout faire pour t'abattre. Quand t'es dans un nid idéologique, tu deviens la sorcière en fait. Est-ce que ça, c'est pas la minorité la minorité extrémiste qui se fait même, tu vois, rejetée par le mouvement féministe, on va dire. Mais c'est les minorités qui font l'histoire. C'est les minorités qui font l'histoire, qui imposent leurs dogmes, qui imposent leurs idéologies. Et du coup, la majorité se soumet justement au diktat de ces minorités idéologiques qui, du coup, les soumettent par la force et par le terrorisme intellectuel. En plus, en France, on est dans une société de statut. Donc si t'as pas la bonne parole, si t'as pas la bonne gueule, si t'as pas du coup la bonne opinion, le bon cadre idéologique, tu vas être perçu directement comme la mauvaise personne, comme le fasciste, comme le nazi, et on va tout faire pour te détruire. Et sans même aller jusque là, je veux dire, le nombre de personnes qui se mangent un coup de pression au boulot juste parce qu'ils ont pas forcément eu la bonne opinion sur un sujet ou parce qu'ils fréquentent pas les bonnes personnes. Après, est-ce que c'est consubstantiel aux féministes? Je pense pas. Je pense que c'est consubstantiel à la société française, qui reste une société de caste, une société d'image, de statut, où tu dois être dans le bon moule, tu dois être conforme à la norme. Et aujourd'hui, la norme, pour moi, elle est féministe. Et voilà. Et si tu t'y soumets pas... Du coup, question que j'ai pour vous. Mais donc, si on se base que sur la France uniquement, parce qu'effectivement, si on compare à d'autres pays, la comparaison ne nous aide pas forcément sur ce débat-là. Mais donc, si on parle de la France uniquement, faut-il souhaiter, selon vous, le développement du féminisme? Mais le problème, c'est non. Mais on va te dire non parce que le mot il veut rien dire. Non, mais c'est le problème. Quand je dis ça, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait, selon vous, qu'on le médiatise plus, qu'on le mette encore plus en avant, etc. Et lequel? Le féministe qui dit qu'il faut donner des oestrogènes aux hommes? Non, mais le féminisme, la définition de la doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Donc, ce dont on parlait au départ. Moi, je pense que l'extension de la femme dans la société, c'est pas une mauvaise chose. On y gagnerait à faire plus de place aux femmes. En fait, si elles peuvent apporter de la valeur, je vois pas de problème. Ce qui me dérangerait, je vois la valeur que les femmes peuvent apporter dans la société qui est pas. Ce qui me dérangerait, c'est de vouloir les mettre dans une case qu'elles-mêmes n'ont pas souhaité par volonté de progressisme et d'avancée morale. Parce qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de femmes qui, du coup, ressentent une pression vis-à-vis du féminisme. Parce que si on leur dit pas, t'as monté un business, t'as travaillé en entreprise, t'as une carrière, t'es pas une femme qui s'accomplit professionnellement, t'es soumise à ton mari et tu deviens directement une femme docile, une esclave ou tout ce que tu veux. Et il y a aussi une part de marché de femmes qui veulent du coup vivre autrement, qui ne se reconnaissent pas forcément dans ces discours-là. Et je pense que la liberté, c'est d'accepter la façon dont les gens ont envie de vivre, tout simplement. Et s'il y a des femmes qui ont envie d'être entrepreneuses, tout ce que tu veux, fonctionnaire, il n'y a pas de souci, tant qu'elles sont compétentes, je le précise, il n'y a pas de souci. Par contre, à l'inverse, commence pas à imposer des choses, parce que là, ça va pas le faire. Pour les aides sociales, on va être d'accord. Ouais. L'immigration, on va être d'accord. Je sais pas. T'es pour ou contre l'immigration? Moi, dans mon rêve, il n'y a plus aucune aide sociale, plus rien du tout, et il n'y a plus de contrôle à l'entrée. Ok, d'accord. Plus de contrôle à l'entrée. Tout le monde peut venir, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut venir? Tu penses pas que ça puisse occasionner derrière des problèmes? Mais non, parce que de toute façon, si les mecs, ils n'ont pas de travail, machin, ils vont repartir d'eux-mêmes. Ok. Vu qu'ils n'ont aucun avantage à rester. C'est une vision utopique qui me plaît. Ah j'aurais tendance à y souscrire. Qui est pas utopique, elle marche mais pas. t'as oublié un facteur, c'est la sécurité sociale. C'est-à-dire t'as oublié qu'il y a des gens qui viennent pour profiter du pays. Oui. C'est d'ailleurs le principal canal d'acquisition de l'immigration. Et ça Ok, d'accord, tu l'as dit au préalable. Okay. Non, mais t'as pas accès à la sécurité sociale. Ok, d'accord. T'as accès à rien. Ouais, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. En gros, t'arrives sur le territoire français, t'as absolument rien, tu te débrouilles. Mais tu peux. Tu souscris à la Sécu, t'as le droit à la Sécu comme n'importe qui paye. Mais en fait, si tu ne payes pas, tu n'as rien. Ouais, moi je suis pour la libre circulation. Non, mais moi je suis pour la libre circulation des hommes, il y a pas de souci là-dessus. Pour le coup, Dubaï a prouvé que ça marchait bien. En fait, tu sais c'est quoi pour moi la différence entre ces pays et des pays comme la France? J'en parlais du coup avec un pote entrepreneur, donc je vais prendre un peu ton langage à toi.
C'est que, en fait, il faut regarder ton canal d'acquisition sur quoi il est basé. Et des pays comme Dubaï, le canal d'acquisition principal par lequel tu passes, en tout cas l'argument marketing via lequel tu fais venir les gens, c'est la baisse de l'imposition. Donc en fait, fatalement, tu vas attirer des gens qui... Pas l'Indien qui vient trouver du travail dans le bâtiment. Oui, mais il cherche une meilleure opportunité économique. En tout cas, on est là, il cherche à améliorer sa condition économique, soit par la baisse de l'imposition ou par la création de valeur. Ouais. Et quand tu viens en France, pourquoi tu viens en France? Oui, pour des mauvaises raisons. Ouais. Pour des mauvaises raisons. Donc le canal d'acquisition, il est mauvais. Du coup, ça se répercute sur des problèmes d'un point de vue civil, parce que tu attires des gratteurs. Et là, les gens ont une mauvaise expérience de l'immigration. Ils sont énervés, il y a de l'insécurité, tu attires des connards. Et du coup, t'en viens aussi au racisme, parce que tu as eu ta mauvaise expérience. Et t'en viens à la conclusion que l'immigration égale mal, alors que non, en réalité, une immigration, quand elle est bien faite, quand elle est bien gérée, c'est une source de richesse qui est inépuisable, selon moi. Hein. Ah, mais quand c'est bien géré, c'est exceptionnel. Je pense que c'est une source de richesse inépuisable. Parce que tu es confronté à plein de cultures différentes, c'est exceptionnel. Je veux dire, moi, je suis pas à Dubaï pour le coup, je suis à Malte. À Malte, il y a vraiment de tout. Il y a des Libanais pour le coup, on a des Afghans, des Indiens, on a des Français, on a des Italiens, des Espagnols, des gens qui viennent d'Amérique latine. C'est exceptionnel. Je veux dire, tous les jours, tu rencontres une nouvelle personne, tu as une nouvelle discussion sur un nouveau sujet, une personne qui a une vision de la vie qui est différente. C'est exceptionnel. Ouais. Mais encore une fois, en France, c'est très, très mal géré. Donc. Question ouverte peut-être, trop large. Mais est-ce que vous pensez que la France, c'était mieux avant? Dans le sens, est-ce que les gens étaient plus heureux dans les années 70 et 80 par exemple, qu'ils ne le sont aujourd'hui et qu'ils ne le seront économiquement, ouais. Économiquement, ouais. Sur d'autres axes, je pense pas. Mais en tout cas, économiquement, ouais. Il y avait la relance économique, on était à la fin des 30 glorieuses. Ils ont racheté tous leurs appartements à Paris, ils sont très contents de les mettre en location et de se barrer aux quatre coins du monde. Donc ouais, les boomers ont bien profité de la relance économique. Je pense qu'économiquement, ils étaient bien heureux. Ouais. Ils sont encore bien plus heureux aujourd'hui. Ouais, ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Par contre, moralement ou sur d'autres aspects de la vie, je pense pas qu'il y ait une époque où on eût été plus heureux. Après, je suis peut-être mal informé de ce point de vue-là. Mais je pense que la France, depuis très longtemps, c'est un paradis où tout le monde a l'impression d'être en enfer. Et donc, l'enfer nous attend parce qu'à force de croire qu'on est en enfer, on va le créer, l'enfer. Prophétie autoréalisatrice. Ouais, je pense. Et il se crée à chaque nouvelle élection où tout le monde se tire dessus parce que chacun n'a pas forcément les mêmes idées que les autres. Donc, ouais, non, sur ça, je suis d'accord. Vous avez été surpris ou pas des résultats des élections? Non, moi, j'ai été surtout surpris qu'on arrivait encore à orienter les législatives d'une telle façon que tu arrivais à te décorréler du vote populaire. Je trouve que c'est quand même... C'est-à-dire grosso modo, le RN a fait le plus de voix et ils n'ont pas un nombre de députés qui reflète ce nombre de voix. Ouais. Et je trouve que c'est quand même incroyable qu'en 2024, les mecs arrivent encore à faire ce genre de politique politicienne dans le système. Avec Internet, avec la transparence, avec... La France est une société de caste, de statut. À partir du moment où tu es au pouvoir, c'est verrouillé. C'est toi qui diriges tout, il faut avoir les bons contacts. Et à partir du moment où on a décrété que tu n'étais pas dans le bon lot, c'est ciao. Après, je dis pas forcément que les politiques du Rassemblement national seront plus opérationnels, plus efficaces que les autres. Mais une chose est sûre, c'est le premier parti d'opposition en France et il a du succès. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait pas la même représentativité au niveau des députés, moi, honnêtement, c'est une chose qui me dégoûte. Et même pour revenir à ce sujet, il y a une chose qui est incroyable en France, c'est qu'on a la même éducation et les mêmes institutions depuis à peu près Napoléon. La vie depuis Napoléon, elle a quand même vachement évolué, non? Ah bon? Pourquoi pas en France. pourquoi les institutions n'ont pas changé? Pourquoi la démocratie représentative à l'heure des médias où tout le monde peut influencer le vote de chacun? Il y a un vrai problème en France au niveau de la politique et de la dite démocratie. Et je sais pas, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Donc, je sais pas, moi, j'ai éteint la télévision. J'ai dit, c'est bon, allez, ciao. Je m'intéresse plus à ces affaires-là, allez vous faire foutre. Moi, j'ai démissionné. Quand je pense qu'un jour, j'ai aimé la politique, j'arrive pas à me souvenir pourquoi. Parce qu'il y a ce côté tribal, c'est un peu comme dans le foot. Tu soutiens ton équipe, tes idées. Non, mais il y a une époque, j'avais même, tu vois, j'avais plaisir à imaginer comment la politique pourrait être mieux. Et maintenant, ça me paraît... J'ai l'impression... Tu vois, quand j'étais petit, j'imaginais que je serais un jour pompier. Et aujourd'hui, je me dis, comment t'as pensé ça? Rater un truc. Et tu vois, et de la même façon, je mets la politique au même niveau que mon envie de devenir pompier, quoi. Je me dis, putain, c'est un peu à côté de la plaque, quoi. Prie Dieu, parce que dans une vie parallèle, t'aurais pu être communiste. Ouais.
Alors, question donc, pas liée au débat, mais juste pour savoir, parce que je pense que c'est intéressant, mais vous vous informez comment au quotidien? Là, on parlait de la politique, par exemple, et les news, vous les prenez où Les news sinon d'actualité politique. Ouais, moi, je les prends plus. Politique et même les news en Je général. les On parlait de prends. la télé, là, le fait que Ouais. voilà, tout le monde avait décroché, Mm. mais du coup, vous informez comment? Moi, Quand j'attends que les gens me rarement. racontent des trucs. Ouais, pareil, souvent ça va être. J'ai appris la dissolution 4 jours après qu'elle ait eu lieu. Ouais. Moi, ça va être ma Parce qu'il y a un mec copine. qui m'en parle. Ma copine, des fois, qui m'en parle. Après, je peux regarder un petit peu sur Twitter très rapidement. Parce que j'allais dire, vous avez pas normalement, ça peut Twitter, devenir pas- viral. Si, ça peut m'arriver. Ça arrive sur ma timeline sur Twitter. Si vraiment il y a un sujet qui m'a trigger, je peux aller la creuser, lire des articles et compagnie. Mais bon, les médias traditionnels, C'est j'ai un peu proactif, abandonné. quoi. C'est-à-dire que vous suivez pas de médias qui vous balancent de... Non. Quel que non. soit le format. Alors, de toute façon, Ah non, je ne j'ai croisé. veux plus jamais lire quelque chose qui vient d'un média. J'ai vu tellement de conneries écrites sur tous les gens que je connais et moi que je me dis, mais quand c'est des gens que je connais pas, comment je peux être sûr? En fait, un média, ça peut être. Ça, c'est un média. C'est Bien un sûr. média. En fait, un média, c'est juste là pour faire la médiation entre un fait et derrière l'interprétation que tu peux en avoir, que tu vas retranscrire et que tu vas donner aux gens. Et de ce point de vue-là, Internet, c'est magnifique parce que ça réintroduit de la compétitivité. Tout le monde peut donner son avis, tout le monde peut diffuser son idée, son idéologie. Et moi, j'écoute un peu tout le monde. Tu vois, j'écoute un peu tout le monde. J'écoute des gens de gauche, d'extrême gauche, plus que des gens de droite et d'extrême droite d'ailleurs. Parce que du coup, je connais déjà très bien les opinions de droite et d'extrême droite. Donc, je vais beaucoup m'informer sur la façon dont on voit les gens, dont s'informent les gens à gauche et compagnie. Et ouais, je vais essayer de croiser un maximum les informations pour voir un petit peu. Parce que derrière ton interprétation, généralement, d'un fait d'actualité, tu as des intérêts. Pas tout le temps économiques, mais bon, c'est jamais très loin. Il y a une volonté derrière, tu penses peut-être de que plaire les- aux femmes, je sais pas, tu vois. Ouais, tu penses que l'économie... Moi, j'aimerais bien que l'économie dirige plus le monde. Ouais, mais en J'ai fait, vu tellement de fois où les l'économie... deux sont liés. Les deux sont C'est-à-dire liés. Parce qu'il y a un marché des idées, Ouais. et derrière ces idées-là, elles vont se retranscrire derrière sur une façon dont tu vas consommer au quotidien, dans ton choix d'entreprise. Je vais donner un exemple très Ouais. concret. Admettons qu'on soit dans une société du coup musulmane où on suit les lois islamiques. T'as pas le droit de manger du porc. Donc en fait, les commerces liés au porc et à la charcuterie, ils vont vite mourir. Ils vont devoir se réinventer. Ok. Donc en fait, la morale et les idées, c'est intimement lié à l'économie. Et dans une société purement du coup libérale sur le plan des mœurs, effectivement, il y a plus de place, on va dire, aux innovations et pas mal de choses. Une des raisons pour lesquelles moi je suis libéral. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense que les deux sont quand même liés. Tu vois. Ouais, je comprends, mais regarde le nombre de fois où il n'y a aucun jugement économique qui est pris en compte et pourtant, ça donne à des décisions catastrophiques. Négociation du Brexit. L'Angleterre et la France négocient le Brexit. La France et l'Angleterre n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la pêche. Un truc qui concerne... allez, j'ai peur, le fact-checker vérifiera, mais je dirais 1% du PIB anglais. D'accord. La team négociation française dit bon, très bien, on prend quelque chose, on prend le joyau de la couronne, la City, qui doit représenter, je sais pas, 30% du PIB anglais. On va enlever énormément de droits à la City, notamment le fait de le droit de trader en euros. Et on vous donne tout ce que vous voulez sur les pêcheurs. Bonne idée. Bonne idée, on accepte. Ouais, c'est le planisme économique. Et les mecs ont jeté à la poubelle leur intérêt économique pour un intérêt populiste. C'est grosso modo ce qui faisait plaisir à la population britannique était loin de leurs intérêts économiques. Le gouvernement était content de pouvoir le prendre comme une victoire. Et moi, quand j'ai vu le peuple le plus pragmatique au monde préférer la politique à l'économie, je me suis dit que l'économie, c'était quand même pas très puissant comme vecteur de décision. C'est normal parce que ça demande un certain niveau d'intelligence pour la comprendre. Ouais, mais le 80-90% des gens ne L'éducation comprennent aussi, rien à l'éducation. l'économie. Ouais, mais donc ton argument de dire que souvent ça suit l'économie. Non, dans l'acte de consommation, mais pas au niveau des entreprises. Et je dirais, en fait, le marché des idées et la façon dont ça va évoluer, ça va forcément impacter l'économie in fine. D'accord, ok. Mais il y a une corrélation entre Ouais. les deux, mais il n'y a pas de lien de causalité. Ouais. Voilà, sois d'accord là-dessus. Ok, je l'entends. Dernière question. J'en ai pas. Si vous voulez, on peut conclure là-dessus. Un mot de la fin. Un bon communiste, c'est un communiste. Mort. Oh mince, je voulais pas le dire. Je voulais pas le dire. Ce sera le mot de la fin. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. El Ryan, merci beaucoup. Merci pour On mettra l'invitation. ta Non, chaîne, je ne souhaite la mort de personne, même des communistes. On vous aime. Mais par contre, je sais à quel point, et ça c'est un truc que je comprends pas, que les gens comprennent pas en France, à quel point le communisme a tué en masse des gens, et que en 2024, des gens se réfèrent encore à cette idéologie
avec fierté. Pour moi, c'est le même niveau que si on avait des gens qui, à cette table, se référaient au nazisme avec fierté. Et je n'arrive pas à comprendre qu'ils aient gagné cette bataille idéologique. Staline a été l'un des pires meurtriers. Le Cambodge a été un drame. Je sais pas si un jour vous avez été au Cambodge. Non. Mais putain. Moi, tu vois, j'ai le souffle coupé. Quand tu visites les sites d'hommage au Cambodge et qu'on t'explique que des gens étaient exécutés parce qu'ils avaient -2 à chaque œil. Pourquoi? Parce que -2 à chaque œil, t'es un intellectuel. Donc t'es un ennemi du peuple. Ah, parce que t'as des lunettes. Tu peux remettre Oui. en cause le système de croyance et tout. Okay. Et que t'as des gens qui, en 2024, en France, utilisent ce mot et que il n'ait pas été mis au rebut de l'histoire dans la même case que le nazisme, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas comment ils ont fait ce tour de force. Ils se sont et ils ont réussi à nous dire que c'est pas du vrai communisme, tout ça. Ouais, chaque fois que je parle avec un communiste, quand j'étais à la fac, comme toi, il me dit oui, mais ça, c'est pas du vrai communisme. Mes frères, à chaque fois qu'il y a un mec qui se revendique de ce truc, il est dans le faux. C'est parce que bizarrement, moi, le vrai le libéralisme, j'en suis très fier. C'est-à-dire que à chaque fois que dans ce monde, il y a un mec qui est venu et qui a mis un peu plus de libéralisme, même Thatcher, j'arrive à la mettre dans mon camp. Alors que c'est une vieille conservatrice qui est pas si libérale que ça. Mais les rares trucs libéraux... Très masculine, d'ailleurs. Très masculine, d'ailleurs. Ouais. Mais les rares trucs libéraux que Thatcher a fait... D'ailleurs, tu vois, son opposition à l'apartheid était pas du tout libérale. Elle aurait dû dire à l'Afrique du Sud qu'ils avaient tort de maltraiter tous les conservateurs ne sont pas libéraux. Mais c'est ça. D'ailleurs, les conservateurs en France sont tous socialistes. Mais c'est ça, c'est tout mon sujet. C'est-à-dire que celle qui nous s'est prétendue être libérale, qui a fait quelques petits trucs libéraux, bon, ont été bénéfiques. Mais je ne connais pas. D'ailleurs, ça m'intéressera en commentaire. Est-ce qu'il y a un libéral qui a fait du mal dans ce monde? Je ne vois pas. Non, puis je finirais par dire que c'est grâce au libéralisme qu'on est ici. Parce Exactement. que sans les médias, j'aurais jamais eu de notoriété. Exactement. Possiblement toi aussi. Ouais. Et on serait pas là à organiser tout ça et à parler devant les caméras. Donc, la liberté a produit beaucoup de bonheur quand même. Exactement. Est-ce que c'est un biais du survivant? Mais non, c'est un biais. Tu vois bien que c'est un... Regarde, tu prends tous les systèmes politiques depuis l'Antiquité. Chacun d'entre eux, tu vois le bien et le mal qu'ils ont produit d'un point de vue tout simplement de nombre de morts. Le libéralisme n'a pas de morts ils ont pas créé de camps de concentration, ils ont pas mis enfermer les gens qui pensaient différemment, ils ont pas je connais aucune société libérale qui à un moment est venue et a commencé à dire aux gens c'est comme ça qu'il faut penser, sinon vous êtes des traîtres, sinon vous êtes des ennemis. C'est simple, les sociétés basées sur la coopération et sur le libre-échange génèrent de la croissance. Et derrière, il n'y a que des sociétés basées sur le statut et sur le planisme économique qu'on rentre en guerre. Je suis désolé, mais les guerres du XXe siècle, ce n'est pas le fruit d'entreprises. C'est le fruit des États, d'embrouilles de religion, pourquoi pas. Mais ça n'a jamais été le fruit de la liberté économique. La guerre économique n'a jamais produit de drame humain, quoi. Il y en a qui vont dire oui, à l'écologie et compagnie. Oui, mais c'est de second ordre. D'abord, la plupart des gens n'étaient pas conscients qu'ils faisaient du mal écologiquement. Ouais. Et le système libéral, le jour où il s'en est rendu compte, il a commencé à créer des technos incroyables. Alors que à côté, ils ont créé des goulags. Ouais. Non, d'ailleurs, cette fascination de la jeunesse pour le communisme, elle est... Moi, elle me déprime. Bah, moi, j'ai ma théorie par rapport à ça. Je pense que c'est pour rentrer en opposition avec le père. Mais quel père? Il est même pas libéral, le père. Ouais, bah justement, non, je pense que c'est juste une volonté, tu vois, d'impressionner le père et de se donner un côté révolutionnaire. Et du coup, c'est un moyen de rentrer en contradiction avec lui. Pourquoi pas une révolution libérale? Pourquoi le libéralisme ne... Les jeunes qui êtes sur cette chaîne, parce que vous êtes tombés dans un TikTok, par pitié, lisez Hayek, La route de la servitude. C'est un petit livre, 200 pages, 300 pages peut-être, je sais pas. Ouais, j'ai dit dans un podcast, c'est trop drôle, j'ai dit dans un podcast qu'il faisait 80 pages. Dans mon souvenir, ce livre, je l'ai lu tellement vite. Il fait 200 pages. Je l'ai lu tellement vite et avec tellement de joie que dans ma tête, il faisait 80 pages. J'ai 3 fois plus en fait. En fait, j'ai 3 fois plus, ouais. Et il y a un gamin qui m'écrit, il me dit, ouais, je viens d'acheter La route de la servitude, mais je crois que je me suis trompé de bouquin, il y a 200 pages dans ce truc, il n'y en a pas 80. Ouais. Je dis, bah, retiens que la bonne info, c'est le titre, pas le nombre de pages. Courageux de leur dire de lire, hein, parce qu'aujourd'hui les gens ne veulent plus lire, donc ouais. Et en plus les auteurs libéraux sont pas bon, quoique non, les auteurs socialistes sont quand même pires. C'est vrai que la littérature marxiste à ce sujet, oh mon dieu, je suis tombé sur un mec qui a eu le culot de me dire qu'il a lu Le Capital de Marx.
Oui. En fait, Je dis oui, bien sûr. Et t'as lu le Capital. Au bout de 10 pages, tout le monde l'a fermé. C'est illisible, ce truc. Qui allait jusqu'au bout du Capital, qui d'ailleurs, il est même pas terminé. Marx est mort avant de l'avoir fini. Tu vas me faire croire que t'as lu les 2 tomes là depuis 1000 pages. C'est pas vrai. Et les auteurs libéraux sont un peu plus digestes, on va dire, quand même, de ce point de vue-là. Ils sont Adam Smith, ça se lit comme un roman. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que Ludwig von Mises, ça se lit bien. Ayn Rand aussi, ça se lit bien. J'allais te dire, la seule qui se lit le moins bien, c'est l'extrémisme du libéralisme. Je trouve ça va, parce que c'est romancé. Ça fait des milliers de pages, c'est long. Ouais. Il y a des longueurs. Mais elle, tu vois, c'est l'extrémisme du truc. je me permets une dernière relance et après on conclut si ça vous va. Yes. Et je pense que le libéralisme, enfin pour vous donner une explication de moi en tout cas, les gens, vu que je suis plus jeune que vous, de mon âge qui ont cette tendance à aller vers le communisme, c'est qu'en fait, quand on est libéral, on croit quand même aussi beaucoup à la méritocratie. Et les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui ne croient pas à cette méritocratie, ont, on va dire, une voie, on va dire, plus tracée, on va dire, pour aller vers d'autres modèles que le libéralisme, dont le communisme. Mais parce qu'ils pensent que répartir l'argent de tout le monde, ça crée du bonheur. Petite question. en fait, ça permet. Le libéralisme, c'est vu par ceux qui n'aiment pas ça. Comme la compétition de tous contre tous. C'est ça, et comme ceux qui, les winners, enfin winner takes all, quoi. Ouais, non, mais ok, d'accord. Demain, on redistribue l'argent des plus riches à tous les pauvres. On prend l'argent d'Elon Musk et on redistribue à tout le monde. Tu penses qu'ils vont les faire quoi? Ils vont le dépenser comment? Non, mais moi, je suis inconvaincu. Hein, moi, je suis un pur produit du libéralisme aussi. Ils vont le dépenser chez McDo, ils vont le dépenser chez Tesla, et puis en fait, ils vont redonner de l'argent encore une fois parce qu'ils ont des actifs et qu'ils ont créé de la valeur et que c'est plus puissant que la redistribution. On prend Tesla et on le donne à part égale à tout le monde. Oh là là, oh là. Ça donne du cannibalisme et des camps de concentration. Ouais. Non, mais là, je vous apportais un élément de réponse, c'est sûrement pas que ça. Ouais, mais il y a cette vision quand même du libéralisme c'est les autres formes de vie aussi. On vit dans un monde Tu veux faire un autre débat, tu nous mets tous les deux et 2 communistes ici. Mais personne veut venir. Moi, je les trouve dans la rue, si tu veux. Ouais. Il a un réseau. Je les ramène, t'inquiète. À Châtelet, je les ramène, je les pose ici, tu verras. J'ai trop envie d'aller à Châtelet maintenant. Me poser, parler aux gens. C'est pas le bon moment en ce moment. Vas-y, on va faire un micro-trottoir à 2, tu vas voir, tu vas rigoler. C'est fou, les gens, ils sortent des trucs. Ah ouais. C'est particulier, ouais. Bah, après, Châtelet, je l'ai pas choisi par hasard, parce que ça a toujours été un endroit culturellement un peu transgressif, les punks. Moi, en tout cas, j'ai souvenir de Châtelet quand j'étais petit. J'avais déjà cette image-là. Et je l'ai pas choisi au hasard. Au début, je faisais place de la République aussi, parce que c'était un bon carrefour et qu'il y avait aussi des manifestations et compagnie. Mais ouais, Châtelet dans mon cœur. Tu t'ennuies jamais là-bas. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et on remet ça quand vous voulez. Hein. On mettra ta chaîne en description. Un mot de la fin, Oussama ou... Un mot de la fin. Fin.